et messieurs de la presse, bonsoir. En cette avant-dernière soirée de l'année 2025, nous voulons donc commencer par vous présenter nos voeux les meilleurs dans vos rédactions et dans vos familles respectives et vous remercier pour la disponibilité dont vous avez fait montre durant l'année qui s'est achevée dans l'accompagnement de l'action du gouvernement spécifiquement pour ce qui concerne la redevabilité. Et ce soir, dans la droite ligne de rendez-vous que nous avons régulièrement pris, nous revenons devant de vous pour cette fois-ci, dans la suite évidemment des exercices que nous avons commencés à Washington. D'abord pour vous présenter ces documents, j'espère que vous l'avez déjà, tout savoir sur les accords de Washington, c'est une compilation de 3 textes. Il vous souviendra que le 27 juin 2025, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, avait signé avec ses homologues rwandais et américains l'accord de paix avec le Rwanda. Dans la suite, il y a l'accord qui crée, ou le texte qui crée le cadre d'intégration économique régionale. C'est ce cadre qui va être créé lorsqu'on aura exécuté de manière satisfaisante le CONOP, ça veut dire lorsque les troupes rwandaises auront quitté le territoire national. Mais à Washington, lorsque nous y étions le 4 décembre dernier avec le président de la République, il ne s'agissait pas que de la dimension, j'allais dire, bilatérale ou trilatérale entre la RDC, le Rwanda et les États-Unis, mais il y avait aussi une dimension, et non de moindre, la dimension bilatérale. Et ce soir, Monsieur le Vice-Premier ministre, je vous remercie. Nous allons revenir spécifiquement sur ce qui a été fait au plan bilatéral parce que vous étiez au cœur des discussions de l'accord de partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis. C'est que certains avaient appelé deal, mais les termes consacrés, c'est celui-là. Et j'espère que vous tous, parce que les textes sont publics depuis le soir de leur signature, je présume que vous ne donnez pas raison à ceux qui pensent que s'il faut cacher des choses aux Noirs ou aux Africains, entre guillemets, il faut le mettre dans un livre. L'exhortation que nous vous avons donnée depuis les débuts de cet exercice, c'est de vous dire qu'il faut lire l'accord pour que vous puissiez bien comprendre avec vos propres yeux, vos propres mots, ce qui est écrit. Et donc ce soir, nous avons le privilège de recevoir le vice-premier ministre, ministre Daniel Mukoko-Samba de l'économie. Vous avez été dans les discussions qui ont permis justement qu'on arrive à cet accord de partenariat stratégique avec les États-Unis. Je rappelle que cet accord a été assorti d'un mémorandum sur la sécurité et que nous sommes parmi les principaux ou parmi les 5 pays africains qui ont une relation privilégiée ou partenaire stratégique avec le gouvernement américain. Et ce soir, nous voulons, et comme vous êtes professeur d'université, dans un exercice de pédagogie, que vous puissiez nous présenter spécifiquement cet accord de partenariat stratégique, ces grandes lignes, et pourquoi on a commencé, depuis la signature de cet accord, une nouvelle histoire économique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Monsieur le vice-premier ministre. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre, de me donner cette occasion. Je pense que cet exercice que nous avons commencé à Washington, le soir même de la signature de cet accord, il est évident qu'il y a un besoin que nous puissions le continuer, que nous puissions mieux vulgariser les documents qui ont été signés. Nous parlons ce soir des documents qui ont été signés entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Nous ne parlons pas des documents qui avaient été signés ce même 4 décembre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Donc il s'agit de 2 documents qui ont été signés entre les USA et la RDC. Le premier, c'est l'accord de partenariat stratégique signé du côté américain par le secrétaire d'État Rubio et du côté congolais par moi-même. Et puis un deuxième document, un mémorandum d'entente sur des questions de sécurité qui a également été signé du côté américain par le secrétaire d'État Rubio et du côté congolais par Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba.
Donc nous allons parler de l'accord de partenariat stratégique. Vous allez me permettre que pendant quelques minutes, je fasse cet effort de manière synthétique de parcourir l'accord, qui est un document technique, un accord cadre qui pose le cadre général dans lequel les deux pays vont collaborer dans un certain nombre de domaines, dans le domaine économique, mais également dans le domaine de gouvernance ou dans le domaine d'éducation ou encore de sciences et de technologie. Mais je voudrais commencer par un petit rappel simple de différents niveaux de relations diplomatiques entre États. Je ne suis pas un spécialiste des relations internationales, je ne suis pas un politologue, mais nous savons tous qu'entre États, on peut avoir des relations diplomatiques formelles, deux États qui se reconnaissent l'un l'autre, échangent d'ambassadeurs, mais ils peuvent passer à un autre niveau avec une coopération bilatérale, avec des accords sectoriels dans différents domaines. On peut aussi avoir entre États des relations de coopération privilégiée. Et après ce niveau-là vient le niveau de partenariat stratégique. Le partenariat stratégique, ça signifie deux États qui partagent une vision commune de moyen et long terme. Deux États qui estiment que leurs intérêts de long terme sont tellement liés qu'ils ont intérêt à cheminer ensemble. Évidemment, on met en place à ce moment-là des mécanismes institutionnels de suivi. Entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, nous avons des relations diplomatiques anciennes. Nous avions un texte qui date de août 1984. Et c'est un texte qui définissait le cadre d'encouragement et de protection des investissements entre les deux pays. Ce qu'on a fait le 4 décembre, c'est qu'on est passé d'un niveau de relations de coopération bilatérale à un niveau de partenariat stratégique. J'aimerais vous lire le premier alinéa de l'article 3 de ce document. Les États-Unis reconnaissent la République démocratique du Congo comme un partenaire stratégique des États-Unis d'Amérique, en reconnaissance de la profondeur et de l'importance de la relation bilatérale, ainsi que de l'engagement commun des parties, c'est-à-dire des deux États, à promouvoir la paix, la stabilité et le développement économique. Notre pays, la République démocratique du Congo, a donc rejoint le club très restreint des pays africains à qui le gouvernement américain a reconnu un statut de partenaire stratégique. Les autres pays, c'est le Kenya, c'est le Maroc. On peut aussi citer l'Égypte, même si dans le cas de l'Égypte, il n'existe pas un document signé entre les deux États. Et dans ce cadre, les deux États ont convenu d'explorer des domaines de collaboration dans le domaine économique et commercial, dans le domaine de la sécurité et de la défense, c'est ce qui a donné lieu à la signature de ce mémorandum d'entente, dans le domaine de la coopération scientifique, technologique et éducative, ainsi que de la coopération institutionnelle et en matière de gouvernance. Alors, le texte qui a été signé n'est pas un deal, ce n'est pas un contrat. Ce n'est pas un document qui dit A va céder à B ceci contre non. C'est un texte qui pose le cadre de cette coopération renforcée dans le domaine économique, dans le domaine commercial, dans le domaine de la gouvernance et dans bien d'autres domaines. 18 articles, très techniques,
18 articles, 2 annexes. Il n'y a pas d'autres annexes que ces deux-là. Et les 2 annexes, d'ailleurs, sont des annexes très techniques. Il y a une annexe qui définit les termes et un autre document annexe qui définit les critères d'éligibilité d'une certaine catégorie de projets. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce document? Puisqu'il s'agit d'un partenariat stratégique, puisqu'on s'est mis d'accord sur les domaines dans lesquels nous allons collaborer, et vous allez vous dire, mais pourquoi les États-Unis ont choisi la RDC pour en faire un partenaire stratégique? On sait tous qu'il y a des aspects géopolitiques. Notre pays regorge bien sûr de ressources naturelles, notamment des métaux critiques dont les pays développés ont besoin pour maintenir leur niveau de développement économique, leur niveau de développement industriel, mais également pour maintenir leur technologie militaire à la pointe dans un contexte de rivalité entre superpuissances comme on le sait bien. Ça, c'est le besoin sécuritaire du côté américain, un accès aux métaux critiques. La RDC a également des besoins sécuritaires. Nous avons cette partie de notre pays qui, depuis un peu plus de 30 ans, se retrouve dans une situation d'instabilité récurrente et de fragilité qui gêne le développement de la RDC, mais également gêne la paix dans la région. Et donc nous avons également des intérêts à avoir un partenaire qui peut renforcer la sécurité, la paix de la RDC et de la région. Quand je dis de la région, je parle en général donc de la région des Grands Lacs, pour se concentrer sur le développement. Le document, est-ce que c'est un contrat avec une durée? Non. C'est un cadre à long terme il est prévu qu'il doit être revu tous les 3 ans. Laissez-moi insister brièvement sur les mécanismes qui ont été prévus pour la gestion et le suivi de cet accord. Il y a d'abord un comité conjoint de pilotage composé de 5 représentants du côté américain, 5 représentants du côté congolais. C'est ce comité de pilotage qui est le cœur du dispositif de gestion et de suivi de l'accord. Ce comité, évidemment, les représentants de chaque parti prendront les directives de leur gouvernement. Du côté américain, vous avez le département d'État, le département du Trésor, le département du Commerce et 2 autres agences fédérales américaines. Et les États-Unis nous ont déjà transmis les noms des 5 personnes qui vont représenter les États-Unis dans ce comité conjoint de pilotage. Du côté congolais, c'est le ministère de l'économie, le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Finances, le ministère des Mines et la présidence de la République. Le 22 décembre dernier, la RDC a aussi communiqué les noms des 5 personnes qui vont représenter la RDC au sein de ce comité de pilotage. Ces 5 personnes, c'est le ministre des Finances, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Monsieur le ministre des Mines, un représentant de la présidence, il s'agit du coordonnateur de l'ARCOMS, et votre serviteur, donc moi-même, le ministre de l'économie. Et chaque parti désigne un coprésident, parce qu'il n'y a pas de président et vice-président, il y a 2 coprésidents. Du côté américain, le coprésident, c'est le représentant du département d'État, et du côté congolais, le coprésident,
c'est le ministre précédent. Dans ces cas, ce sera le ministre de l'économie que je suis, qui va donc co-présider avec le représentant du département d'État américain ce comité de pilotage. Et ce comité de pilotage s'est réuni 2 fois l'an et dispose d'un cahier de charges, d'un certain nombre donc de choses qui doivent se faire au niveau de ce comité de pilotage. Ça, c'est le premier élément. Un deuxième élément, c'est un forum de coopération bilatérale qui doit être organisé tous les 2 ans pour discuter de grandes questions de coopération entre nos 2 pays, au vu du contexte bilatéral, mais également au vu du contexte régional et du contexte mondial. Et je parlais de la revue tous les 3 ans. Donc tous les 3 ans, nous allons revoir cet accord, peut-être pour en améliorer certains éléments, en amender d'autres. Et si un jour, une des parties choisit de sortir de cet accord, l'accord a prévu que dans ces cas, il faut par écrit donner préavis à l'autre. Et le préavis est d'une durée de 5 ans. Donc si vous voulez sortir d'un accord, on ne peut pas sortir d'un accord de partenariat stratégique où vous êtes engagé à long terme en donnant un préavis de 3 mois ou en donnant un préavis de 6 mois. Parce qu'entre-temps, vous aurez engagé un certain nombre de grands projets que vous allez réaliser ensemble et que vous allez suivre ensemble. Donc voilà ce qu'il y a dans ce document. Maintenant, le document, laissez-moi encore revenir sur le contenu de la coopération, le contenu du partenariat stratégique. Il y a 4 composantes: coopération économique et commerciale, coopération en matière de sécurité et de défense, coopération scientifique, technologique et éducative, incluant les échanges, la formation et les initiatives de renforcement des capacités, et coopération institutionnelle et en matière de gouvernance, incluant les réformes judiciaires, les mesures de lutte contre la corruption et le renforcement des capacités de l'administration publique. Voilà les 4 composantes. La deuxième composante, défense et sécurité, comme je l'indiquais tout à l'heure, est prévue dans un mémorandum d'entente distinct de ce document. Évidemment, nous souhaitons que l'on évolue d'un mémorandum d'entente vers un cadre de coopération militaire, mais cela doit obéir à un calendrier qui sera défini au fil du temps. Dans le document dont il est question ici, l'accent est mis sur la coopération économique et commerciale et sur la coopération institutionnelle et en matière de gouvernance. Et en clair, si d'un côté, il y a des intérêts américains, notamment l'accès aux métaux critiques dont les États-Unis ont besoin, de l'autre côté, il y a également des intérêts de la RDC. Les intérêts de la RDC, c'est l'industrialisation et notamment la transformation locale de nos minéraux et le tout dans le strict respect des lois de notre pays. Le document n'est pas uniquement centré sur les ressources minières. Au contraire, la lecture est plus large parce qu'on parle d'industrialisation, mais pour industrialiser la RDC, il faut un peu plus d'électricité. Pour faciliter l'industrialisation de la RDC, en plus de l'énergie, il faut des plateformes logistiques, il faut des ports, il faut des routes. C'est la raison pour laquelle, dans ce document, on trouve 3 types de projets. Il n'y a pas une liste de projets dans le document tel quel, mais il y a 3 catégories de projets. Je vais commencer par la catégorie de projets qui nous concerne au plus haut point, nous, Congolais. C'est
l'article 6, j'espère que je ne me trompe pas, il y a un article donc qui prévoit que la RDC va désigner des projets qu'elle considère comme étant des projets stratégiques. Article 5. L'article 5, merci. Les projets stratégiques désignés par la RDC. Qu'est-ce qu'on entend par projet stratégique? Il s'agit des projets qui vont transformer la RDC conformément à sa vision de développement à long terme. Et ce document a même identifié les critères. Qu'est-ce que nous appelons projets stratégiques? Ce sont des projets qui vont notamment contribuer à la transformation industrielle de la République démocratique du Congo, notamment par la création de valeur ajoutée, la création d'emplois et le renforcement des capacités. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est des projets qui vont renforcer les infrastructures, les systèmes énergétiques et technologiques qui sont indispensables pour diversifier l'économie congolaise et l'intégrer dans les chaînes de valeur régionales et mondiales. Troisième critère, des projets qui vont soutenir la paix, la stabilité et l'autorité de l'État. Et quatrième critère, des projets qui vont promouvoir un développement inclusif et une amélioration des moyens de subsistance de la population congolaise. Il nous revient à nous, gouvernement de la République démocratique du Congo, de fournir cette liste. Et cette liste que nous devons fournir dans les 30 jours après l'entrée en vigueur de cet accord. Et l'accord est entré en vigueur, au terme de l'accord, le jour de sa signature, le 4 décembre. Donc dans les 30 jours, nous devons fournir, les gens vont dire, mais pourquoi nous devons fournir aux États-Unis d'Amérique la liste de nos projets stratégiques? Non, la liste est transmise au comité de pilotage conjoint. C'est ce qu'on appelle dans l'accord comité directeur conjoint. Voilà, le comité directeur conjoint. Donc, c'est la première catégorie là-dedans. Ce sera à nous d'y mettre INGA 3, ce sera à nous d'y mettre, je ne sais pas, RN7. La RN4, la RN5, ou une autoroute Banana-Kinshasa, ou la construction de data centers. Ça, c'est la première catégorie des projets. Et pourquoi c'est important? Parce que l'accord dit les parties, donc les deux États, vont coopérer afin de mobiliser les financements appropriés pour que ce projet soit réalisé. Et d'ailleurs, l'accord a mis en exergue deux de ces projets stratégiques. C'est INGA et le corridor de Lobito, qui apparaissent spécifiquement dans l'accord sous deux articles séparés. La deuxième catégorie de projets, c'est des projets, on va dire des projets miniers, qui vont être développés sur des concessions minières appartenant totalement au gouvernement et qui sont aujourd'hui libres de tout engagement. C'est donc à nous, RDC, de dire, nous avons des concessions qui sont libres et sur ces concessions, ensemble, nous allons désigner, nous allons choisir des entreprises qui aimeraient bien développer ces projets dans le strict respect du code minier congolais. C'est dit à plusieurs niveaux dans cet accord, dans le strict respect du code minier congolais et des autres lois de la République démocratique du Congo, et en tenant également compte des objectifs mutuels. Pour nous, la transformation locale de nos minerais est un objectif central. Et pour les États-Unis, l'accès
aux minéraux critiques, bien sûr, est un objectif central et ces deux objectifs sont convergents. Ça, c'est la deuxième catégorie de projets. Pour le moment, il n'y a pas un seul projet encore. La liste de ces réserves d'actifs stratégiques va être communiquée dans quelques jours au comité conjoint de pilotage qui doit se réunir, qui doit tenir sa première réunion dans les 90 jours à partir de l'entrée en vigueur de l'accord. Donc nous pensons que ce sera au plus tard à la mi-mars que cette première réunion aura lieu. Et d'ailleurs, les réunions du comité de pilotage, elles peuvent être en visuel ou en présentiel. Et quand elles sont organisées en présentiel, on va alterner. Elles peuvent se tenir de manière alternative aux États-Unis d'Amérique et en République démocratique du Congo. Il y a une troisième catégorie de projets. Ce sont des projets qui sont appelés ici des projets, les projets stratégiques qualifiés. C'est également des projets miniers, mais qui peuvent être montés à partir des concessions sur lesquelles l'État n'est pas majoritaire, mais où il y a la possibilité de faire entrer de nouveaux investisseurs afin de développer ces projets. Maintenant, il y a dans ce document, ayant posé ces trois catégories de projets, il y a dans ce document un effort qui est fait pour que la RDC offre aux investisseurs, ici, dans le cadre précis de cet accord, il s'agit essentiellement des investisseurs américains et ou de leurs alliés, on va dire ça comme ça, donc de leur offrir un climat d'affaires qui soit prévisible, moins tracassier, et nous parlons là d'expérience. Nous parlons de notre propre expérience, nous Congolais. Le président de la République lui-même a créé au sein de son cabinet une cellule de climat des affaires, CCA, qui tient le président de la République informé de manière régulière des efforts qui sont fournis dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires. Nos partenaires, rencontrer n'importe quel diplomate ici à Kinshasa, si vous parlez pendant 30 minutes, croyez-moi, il va vous dire « faites un effort, améliorez le climat des affaires ». Donc il y a cet effort qui est fait ici, et c'est la raison pour laquelle nous avons tenu à ce que cet accord ne contienne pas de traitement particulier, d'incitation fiscale ou quoi que ce soit qui soit accordé par l'accord. Ce traitement ne peut être accordé que par les lois. Et la loi centrale qui a été choisie pour servir de cadre légal aux investissements dans les trois catégories de projets que je viens de citer, c'est la loi de 2014, de janvier 2014, qui est une loi qui avait été votée pour servir de cadre légal au fameux programme sino-congolais. Mais on ne peut pas faire une loi uniquement pour un partenaire. Nous avons donc pris l'engagement d'amender cette loi dans les 12 mois. Nous allons amender cette loi pour que cette loi serve de cadre unique, pour donner les garanties nécessaires aux investisseurs qui seraient intéressés aux trois catégories de projets auxquels j'ai fait allusion. Donc voilà, dans l'ensemble, peut-être deux autres aspects qui sont quand même importants, c'est ces aspects de gouvernance, parce que l'accord prévoit également une assistance technique et un appui à la gouvernance dans le cadre de la lutte contre la corruption,
de renforcement des capacités de l'administration publique, de la même manière que l'accord prévoit tout un article pour régler la question épineuse de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Vous avez suivi il y a quelques jours, le ministre de Mines a pris un arrêté interdisant en fait les unités de traitement qui encouragent certaines pratiques dont souffrent les exploitants miniers formels. Il y a énormément d'efforts à faire pour que la mine artisanale, l'exploitation minière artisanale, ne soit pas un foyer d'insécurité pour les investisseurs formels, ne soit pas non plus un foyer de prolifération des groupes armés et de financement de certaines activités, on peut dire, terroristes. Donc voilà ce qu'il y a dans l'accord. Et puis, l'interprétation, les dispositions techniques, comme je vous l'ai dit, c'est un cadre général qui peut être modifié sur la base du travail que fera le comité conjoint le comité directeur conjoint. Le comité conjoint, ainsi que le mécanisme donc de suivi. Voilà ce qu'il y a dans l'accord. Il n'y a pas une liste de mines qui aurait été cédée. Il n'y a pas un contrat qui aurait été signé avec tel ou tel investisseur. Les investisseurs viendront lorsque le comité va commencer son travail et que des projets auront été identifiés et qu'ensemble, Américains et Congolais, nous irons à la recherche de bons investisseurs. Peut-être un mot alors, Monsieur le Vice-Premier ministre, sur le cadre fiscal, parce que là aussi, c'est un des points sur lequel vous avez discuté avec la partie américaine. Justement, sur le cadre fiscal... à l'article 12. L'article 12, voilà, c'est justement l'article 12. Vous savez, dans les négociations, bon, on peut en parler aujourd'hui, initialement, cet article 12 était plus long. Et il contenait un ensemble de facilités douanières, fiscales et réglementaires que la partie américaine demandait. Et il y avait même une annexe avec une longue liste d'éléments. Cette annexe a été supprimée. Ce que nous avons convenu, c'est que cette question-là sera réglée dans la loi à laquelle je fais allusion. Et nous avons pris l'engagement d'amender cette loi dans les 12 mois. Mais au moins, l'accord, le texte a retenu les préoccupations principales de la partie américaine et qui on peut le comprendre facilement, qui résulte de ce que les investisseurs américains déjà présents en RDC, il n'y a pas que, surtout dans les secteurs miniers, expriment comme préoccupation. Par exemple, les retards dans le remboursement de la TVA remboursable. La loi dit qu'il faut la rembourser dans les 30 jours. Aujourd'hui, on est à quelques milliards de dollars qui ne sont pas remboursés de manière régulière. Donc, ils ont indiqué des éléments sur lesquels ils aimeraient voir du progrès. Et ce progrès ne prend pas forme dans l'accord, il prendra forme dans la loi que nous allons amender. Nous espérons pouvoir introduire ce projet de loi amendant la loi de 2014 à la session de mars 2026. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre, pour cette économie que vous avez fait de cet accord. Évidemment, je rappelle que l'accord a été publié le jour même de la signature, le 4 décembre. Donc, il est consultable à la fois sur le site du département d'État, mais aussi sur le site, par exemple, du ministère de la Communication et des Médias, parce que nous sommes dans une dynamique où nous n'avons, Monsieur le Vice-Premier ministre, absolument rien à cacher. Et donc, il est important que les uns et les autres qui nous suivent fassent l'exercice de lire. Le vice-premier ministre sera évidemment disponible pour d'autres types d'exercices dans les universités, dans les églises, pour être en mesure d'expliquer le bien fondé de cet accord qui, en réalité, profitera aux générations futures parce que la mise en œuvre prendra le temps que cela requiert. Donc, Monsieur le vice-premier ministre, acceptez donc qu'on ouvre la partie des questions-réponses. Je souhaiterais que nous puissions être dans le sujet parce que la question
elle est éminemment technique. Il est important qu'à travers les mots et que vos questions permettent d'éclairer non pas seulement votre lanterne, mais la lanterne de ceux qui nous suivent aussi à la maison. On va commencer la série des questions avec M. Marlon Kachamou, puis sera suivi de M. Éric Izami. Bonsoir. Des questions au ministre de l'Économie. Alors, comment vous, personnellement, je vous pose la question pour savoir comment les partenariats stratégiques RDC-USA peut-il réellement contribuer à améliorer les conditions de vie des Congolais? Je cite l'emploi, je cite aussi pouvoir d'achat, services sociaux et tant d'autres. Et en lieu et place de profiter qu'à la classe élite. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, quelle garantie existe pour que les ressources naturelles congolaises, je cite les minéraux stratégiques, entre autres forêts, eau et tant d'autres, ne soient pas bradées, le terme bradé, dans les cadres de ces partenariats, mais utilisé pour le développement durable de la République démocratique du Congo? Ça, c'est deux questions qui vous sont adressées. Et la troisième question, c'est au ministre de la Communication et Médias. Pourquoi avoir attendu aujourd'hui pour procéder à la vulgarisation de cet accord ici en République démocratique du Congo? N'est-ce pas, vous avez attendu qu'il y ait des critiques pour que vous soyez aujourd'hui sur la défensive? Merci. Monsieur le vice-premier ministre, permettez que j'évacue cette question très rapidement. Le soir de la signature de l'accord, il était 1h du matin à Kinshasa. Nous étions en direct. On peut vous épargner du temps des décalages, de l'heure où nous nous sommes levés très tôt. Nous avions une journée qui était très longue, mais parce que la redevabilité est une de nos marques déposées, évidemment, vous le savez, sous la conduite du président de la République et de la première ministre. Ce soir-là, pendant presque 2 heures, le vice-premier ministre, ministre de l'économie, la Mineta, ministre des Affaires étrangères, et les gouverneurs de la Banque centrale, spécialement en sa qualité de principal négociateur, s'est levé pour que nous puissions répondre à toutes ces questions. Vous conviendrez avec moi que lorsque nous sommes rentrés à Kinshasa, nous avions évidemment le plan qui permettait que nous puissions vulgariser cet accord, mais nous avions l'impératif d'Uvira. Les événements d'Uvira ont pris les dessus parce que nous devons nous assurer que nous avons apporté l'appui nécessaire à nos populations qui en avaient besoin et nous devons nous assurer de faire le suivi dans ces cadres. De toute évidence, nous ne considérons pas qu'il y a des crises. Nous sommes cohérents dans notre stratégie. Dites-vous bien que cette compilation de plus de 100 pages n'a pas été préparée il y a 2 jours. Depuis la Noël. Nous y travaillons depuis plusieurs jours et conformément à nos plans, nous allons parcourir les universités et les églises pour être sûrs que les Congolais s'approprient. Et je vais terminer en disant que nous ne pouvons pas compter sur la bonne foi des personnes de mauvaise foi. Parce que si crise il y a, crise ne vient pas de Congolais qui contestent cet accord, mais crise vient d'une certaine élite avec un agenda politique qui pense que cet accord n'arrange pas les schémas qui est les leurs. Point final. Merci. Monsieur le vice-premier ministre. Bien, le mot bradage. Mais parlons du coltan. Le monde tourne aujourd'hui dans l'année avec, on va dire quoi, 2000 tonnes de coltan pour que nos téléphones, nos gadgets, nos iPads, nos tablettes puissent fonctionner. Et près de la moitié de cette production vient de la RDC. Mais vient de quel type de mine? La mine de Rubaya.
la mine de Rubaya, qui fournit une grande quantité de coltan dont le monde a besoin. Est-ce qu'on va continuer à l'exploiter dans ces conditions? Est-ce qu'il est normal que des pays voisins qui ne sont pas producteurs majeurs de l'or soient devenus des principaux exportateurs de l'or en Afrique? Et tout le monde sait que c'est de l'or qui vient de la RDC. C'est ça le vrai pillage. C'est ça le vrai pillage qui se déroule depuis quelques années, décennies. Des chiffres crédibles qui sont connus depuis quelques jours indiquent que depuis fin janvier, les exportations rwandaises de coltan ont augmenté de 213% entre janvier et juin. C'est ça le bradage, c'est ça le pillage. Et cet accord a justement pour objectif de mettre un terme à ce pillage en remplaçant le régime actuel de prédation auquel se livrent certains acteurs de la région par un régime où il y a des vrais investisseurs dans des mines sérieuses, dans des mines qui respectent toutes les normes. Voilà, je pense qu'il faut vraiment, sur cette question, ne lançons pas la pierre sur, je ne sais pas, le gouvernement ou le pouvoir politique en disant qu'ils veulent brader. Regardons ce qui se passe actuellement. Je vais vous donner les éléments d'un autre article, l'article 11. Et dans cet article, vous trouvez la convergence entre les intérêts des États-Unis, je rappelle ces intérêts, c'est l'accès aux minéraux critiques, et il est dit dans cet article que les parties envisageront la mise en place d'une réserve stratégique de minéraux située sur les territoires de la République démocratique du Congo. Prenons le cobalt. Nous venons de démontrer. C'est l'article 11. Nous venons de démontrer que c'est bien la RDC qui fournit 70% du cobalt mondial. On l'a démontré comment? En février de cette année, on a suspendu les exportations. Les prix du cobalt qui ne cessaient pas de baisser depuis 2 ans. On avait atteint combien? 20 000 $ la tonne. Dans la semaine qui avait suivi cette mesure, le prix s'est relevé de près de 20%. Aujourd'hui, on est à 52 000 $ la tonne. Mais est-ce que nous, RDC, est-ce que nous avons des stocks de cobalt pour pouvoir peser? Chez nous, en RDC, non. Ces stocks sont constitués ailleurs. Ici, on prévoit notamment de mettre en place une réserve stratégique de certains minéraux, notamment le cobalt est d'ailleurs cité ici particulièrement. Qui est une ressource stratégique. Qui est une ressource stratégique pour toutes les nations industrielles et pour toutes les armées du monde. Donc, loin de faire du bradage, au contraire, cet accord vise à formaliser l'exploitation minière. Je vous ai parlé de dispositions qui sont dans l'accord pour aider à régler le problème de l'exploitation minière artisanale. Maintenant, pour répondre à votre première question, est-ce que ça, ce n'est pas seulement pour les élites? Mais de quoi on parle ici? On parle d'abord, en ce qui nous concerne, du développement économique de la République démocratique du Congo. Vous voulez offrir plus d'emplois? Vous voulez améliorer le pouvoir d'achat?
mais il faut produire plus. Bien, produire plus signifie qu'il faut investir dans les infrastructures. Produire plus signifie qu'il faut produire plus d'énergie. C'est cela que l'accord vise. Maintenant, vous allez me dire, est-ce qu'on avait besoin des Américains pour le faire? Pourquoi nous ne le faisons pas nous-mêmes? Est-ce que nous sommes le seul pays au monde qui choisit de coopérer avec un autre État sur la base du contexte actuel, reconnaissons-le, qui est un contexte de fragilité en ce qui nous concerne? Est-ce qu'il n'y a pas eu un accord de partenariat stratégique entre les États-Unis d'Amérique et le Japon au sortir de la Deuxième Guerre mondiale afin d'aider le Japon à devenir la puissance économique qu'il est devenu? Est-ce qu'il n'y a pas eu un accord de partenariat stratégique entre les États-Unis d'Amérique et la Corée du Sud pour qu'au sortir de la guerre de Corée, la Corée du Sud sorte du statut de pays à faible revenu et devienne une puissance économique? Nous ne disons pas que c'est les États-Unis d'Amérique qui vont venir développer la RDC. Ce n'est pas ça qui est dit. D'ailleurs, où est-ce que vous avez vu un État qui va développer un autre État? Ça n'existe pas. Mais un État, à un moment donné de son histoire, peut avoir besoin de tirer profit d'une relation particulière avec un autre État, plus fort, dans ce cas-ci, plus fort économiquement, plus fort militairement, mais plus fort aussi sur la sphère internationale. Et nous en avons besoin. Ce n'est pas pour les 2-3 ans à venir. Non. Il s'agit ici, laissez-moi répéter ce que j'ai dit en ce qui concerne un statut de partenariat stratégique, il s'agit du moyen long terme. On ne parle pas de 2-3 ans à venir, on parle des dizaines d'années à venir. Voilà, les personnes de mauvaise foi ne voient pas le bradage en cours avec ce qui se passe à Roubaïa parce qu'ils n'ont même pas osé prononcer un petit mot à ces propos. Monsieur Eric Izabi, s'il vous plaît. Merci de la parole. Monsieur le ministre, Monsieur le vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale, vous avez bien fait que de mentionner et clairement dire que les Américains d'un côté ont besoin d'accéder aux minerais stratégiques et nous, de l'autre côté, on a besoin de vivre en paix. Alors la question c'est de quelle manière cette coopération sécuritaire entre la RDC et les États-Unis d'Amérique peut-elle aider à restaurer la paix véritable, et surtout que ça ne puisse pas aller jusqu'à porter atteinte à notre souveraineté nationale vis-à-vis des États-Unis, et ils sont déjà puissants. Nous sommes plutôt perçus comme des leaders en devenir, et nous n'aurions pas voulu vivre une sorte d'ingérence répétitive de la part de ceux qui sont déjà réputés puissants. Et le ministre Mouyaya a également bien fait que de marteler que la marque déposée de votre gouvernement, c'est de pouvoir revenir au-devant de la population pour rendre compte la redevabilité. Et la question, c'est de savoir comment la transparence, la redevabilité, seront-elles assurées dans ces accords signés avec les Américains, notamment, pour que notre population sache, étape après étape, comment est-ce que nous évoluons, quels sont les engagements pris et lesquels sont respectés sur le terrain. Parce qu'on sait aussi que les grandes puissances, généralement, ils ont la capacité de faire, parfois de refuser de faire, parfois de faire faire, ou parfois aussi d'empêcher de faire. Monsieur le vice-premier ministre. Bien, je pense que je comprends bien cette préoccupation en disant oui, pourquoi nous, les États-Unis sont trop puissants, si nous concluons quelque chose avec eux, ça doit nécessairement être à leur avantage et donc à nos dépens. Laissez-moi vous rappeler, je vais revenir à l'exemple du Japon que j'ai donné tout à l'heure. Le Japon a signé un accord de partenariat stratégique avec les États-Unis au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, alors même que les États-Unis avaient vaincu l'armée japonaise et qu'il y avait des troupes américaines stationnées dans le pays. Il ne faut peut-être pas rappeler que la bombe atomique, le Little Boy,
Allez-y. On ne va pas le rappeler, mais ces troupes d'ailleurs sont restées jusqu'aujourd'hui. Bien sûr. Jusqu'aujourd'hui, mais dans un cadre convenu d'un accord de défense entre les deux États. Il y a des troupes américaines au Japon jusqu'aujourd'hui, comme il y a des troupes américaines en Corée du Sud jusqu'aujourd'hui, comme il y a des troupes américaines en Europe jusqu'aujourd'hui. Sur le plan de... parce qu'ici, cet accord, comme je vous ai dit, ne traite pas de manière spécifique des questions de défense et de sécurité. Ça, c'est dans un autre document. Et ce document-là, d'ailleurs, va évoluer. Les discussions vont continuer, parce qu'on ne va pas rester à l'étape d'un simple mémorandum d'entente. Il faudra qu'à un moment donné, on passe à un autre stade d'une vraie coopération dans le domaine militaire. Mais pour revenir ici à ce dont nous parlons, le minerai, souveraineté. Si vous lisez les articles 7, les articles 6 et les articles 7, l'article 6 définit les comités conjoints de pilotage et il dit notamment, et puis il définit le rôle que ce comité va jouer. C'est là que les grandes décisions se prendront. Mais nous qui allons représenter la RDC dans ce comité, encore que l'accord dit qu'on peut changer aussi. Hein. Donc là, on a communiqué des noms, mais demain, le gouvernement congolais ou le gouvernement américain peut désigner une autre personne en remplacement de... Mais pour le moment, en tout cas, les 10 noms ont été communiqués. Mais nous, on n'est pas, nous 5 là, on n'est pas la RDC pour aller décider au nom de la RDC de ce qu'il faudra ou il ne faudra pas faire. Les orientations, nous les prendrons du gouvernement. Et l'article 7 définit le processus d'investissement de manière précise. Quelle doit être la période de négociation? Comment on conclut? Qu'est-ce que par exemple, pour qu'une proposition soumise par une personne alignée soit approuvée par la RDC, elle devra démontrer, donc la RDC, les représentants de la RDC au sein de ce comité auront la possibilité de dire ça nous approuvons, ça nous n'approuvons pas. Et un élément important que je dois souligner, c'est que l'article 6 dit clairement que le comité conjoint de pilotage prend ses décisions par consensus. En cas d'absence de consensus, la question sera portée au niveau supérieur des représentants des partis. Aucune décision ne pourra être adoptée tant qu'un consensus n'aura pas été atteint. Donc, on discute. S'il y a un accord, évidemment, s'il y a un accord, ça signifie que nous, les représentants de la RDC, nous aurons obtenu les orientations des plus hautes autorités du pays pour dire voilà la position que vous allez défendre. Mais s'il n'y a pas un accord, aucune décision n'est prise et les deux parties s'en réfèrent. Ça veut dire que les Américains ne viendront pas nous imposer. Ils ne viendront pas imposer. Dire, voilà ce que nous voulons les Américains, aux dépens des Congolais. Et laissez-moi revenir une fois encore. Qui dit statut de partenariat stratégique dans la relation entre deux États dit fondamentalement respect mutuel. C'est la raison pour laquelle, dans un accord de partenariat stratégique, on prévoit des mécanismes institutionnels de suivi. Et c'est ce qui a été fait ici. Parce qu'on a même décrit de manière précise comment les décisions doivent être prises. Quels sont les délais de négociation pour éviter que ça traîne trop en longueur ou qu'il y ait de blocages venant d'une partie ou de l'autre. Voilà. C'est clair comme l'eau de roche, messieurs Izami. Pour la relevabilité. Là, mais écoutez, de toute évidence, nous travaillons avec le gouvernement américain.
au-delà de ce que nous faisons, mais vous savez qu'ils sont un peu plus avancés, notamment en termes de loi d'accès à l'information. Nous avons encore un processus en cours au niveau du Parlement. De ces points de vue, les textes ont été publiés le même jour. Donc, c'est-à-dire, et tout ce qui s'est fait, je crois que nous nous assurerons d'avoir un accompagnement du point de vue de la communication pour que chaque étape puisse être communiquée. Vous avez suivi que le vice-premier ministre vous a donné un délai de 30 jours. Il vous a dit que la partie américaine avait au 22 transmis, la partie congolaise a transmis. Donc, on constitue les comités des directeurs conjoints qui va s'assurer de la mise en œuvre de ce qui avait été convenu, avec des rendez-vous dans les 30 jours, fournir la liste de projets. Et donc, vous voyez que tout ce qui s'est fait, il y a évidemment la partie qui s'est fait actuellement, la partie préparation, mais tout ce qui se fera débutera, certains par des études ou certains par la vérification. Voilà, il y a tel projet, tel projet. Donc, nous nous assurerons d'assurer de notre côté la transparence et régulièrement, il y aura donc de communiqués qui permettront aux uns aux autres et surtout aux personnes de bonne foi de faire les suivis, parce que je fais cette nuance, parce qu'il y a des personnes de mauvaise foi et nous ne comptons pas sur leur bonne foi. On va prendre les questions de M. Pichu Mounumba. Et puis ce sera à m'aider et on va aller un peu plus rapidement. Deux questions, Monsieur le Vice-Premier ministre. Ouais. Cet accord place-t-il les Congolais au centre du dispositif? Si oui, quels sont les mécanismes prévus pour renforcer les capacités locales des entreprises, des jeunes, des chercheurs et de l'administration afin que les Congolais soient au centre de ces partenariats et non pas des simples observateurs? Deuxième question, en dehors des annexes définissant les termes et l'éligibilité des projets que vous avez évoqués, existe-t-il des annexes secrètes, engagements parallèles, soit ou protocoles non divulgués dans les partenariats stratégiques? Parce qu'il y a ceux, vous êtes au courant, il y a ceux qui ont évoqué 99 ans d'exploitation des ressources, la RDC, et quels mécanismes permettent de les contrôler et de les rendre transparents? 99 ans. Je n'ai pas lu ça dans les textes. Bon, ça n'existe nulle part dans les textes. S'il y a des gens qui expriment des préoccupations de cet ordre, nous allons, nous, parce que nous sommes de bonne foi, n'est-ce pas, Monsieur le ministre? Bien sûr. Nous allons nous considérer que ces personnes expriment aiment tellement le Congo qu'elles expriment leurs préoccupations par rapport à la direction que le pays prend par rapport au futur. Et nous espérons que les explications que nous donnons et que nous allons continuer à donner, et d'ailleurs nous n'avons pas attendu aujourd'hui pour les donner parce que Monsieur le ministre vous a dit tout à l'heure que ce soir-là du 4 décembre à Washington, nous sommes livrés à cet exercice. Et croyez-moi, nous avions peu dormi, nous avions eu une journée longue, nous tenions à peine sur nos jambes pendant cet exercice. Quelle annexe secrète pourrait-il y avoir dans un accord cadre de coopération au niveau stratégique entre deux États? Il n'y en a pas. Les deux annexes qui existent, l'annexe 1 s'intitule « Critères d'éligibilité aux projets stratégiques qualifiés ». C'est une annexe très technique. L'annexe 2, c'est les définitions. Qu'est-ce qu'on entend par qu'est-ce qu'on entend par une entité américaine? Qu'est-ce qu'on entend par une personne alignée? Qu'est-ce qu'on entend par une nation couverte? Ça, c'est... Les juristes savent que dans un document, voilà, on définit les concepts, on définit les termes. Donc, il n'y a pas d'annexe secrète. Le vrai travail, il va commencer dans quelques semaines. Maintenant que le comité est constitué, première semaine du mois de janvier, la liste des projets stratégiques désignés par la RDC
et la liste des réserves d'actifs stratégiques sera communiquée par la partie congolaise au comité de pilotage, au comité conjoint, ce qui va donner lieu à la convocation de la première réunion. C'est là que nous allons nous mettre d'accord de la manière dont nous allons travailler. On ne parle pas encore de mine A, on ne parle pas encore de concession minière B, il n'y a rien dans ce document. Ça, c'est des étapes qui vont venir après. Quant à votre première question, comment on va s'assurer que les Congolais sont au centre? Voilà. On a parlé de comité de pilotage. Mais l'accord a également prévu, j'en ai parlé tout à l'heure, à l'article 3, les parties établiront un forum binational du partenariat économique États-Unis-RDC, conçu comme un dialogue intergouvernemental destiné à approfondir la coopération sur un large éventail d'intérêts et de priorités économiques. Ce forum se réunira tous les 2 ans en alternance entre Washington DC et Kinshasa. Et ce forum constituera également un espace d'échange avec le secteur privé. Donc, ce n'est pas simplement une affaire. On a la dimension gouvernementale, c'est le comité de pilotage. On a une dimension qui est plus large, c'est le forum RDC-États-Unis, qui, tous les 2 ans, va se réunir, élargi au secteur privé, pour discuter des questions qui nous concernent, qui concernent les 2 parties à cet accord de partenariat stratégique. Donc, ce n'est pas un truc secret, c'est quelque chose qui sera ouvert au secteur privé et ouvert à tous ceux, bien sûr, qui sont intéressés par la réussite, ou plutôt par les résultats attendus. Les résultats attendus de cet accord de partenariat stratégique, c'est d'abord la paix dans la région. C'est ce qui ressort du préambule de l'accord. Dans le préambule de l'accord, la paix dans la région, la sécurité, la défense de l'intégrité territoriale de la RDC et bien sûr le développement économique de la RDC. Et le développement économique de la RDC, bien sûr, est aussi étroitement associé à la préservation de la paix, de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et de la sécurité, pas simplement pour la RDC, mais pour toute la région des Grands Lacs. Alors, je veux compléter le vice-premier ministre en lisant à l'article 3, statut de partenaire stratégique à partir du point 2. Il est dit, dans le cas de ces partenariats stratégiques, les parties ont l'intention d'explorer les domaines de coopération suivantes. Coopération économique, avec un accent particulier lié aux minerais critiques, à l'énergie, aux infrastructures, aux initiatives technologiques, à la valorisation et à l'industrialisation. Coopération en matière de sécurité et de défense, conformément aux lois nationales applicables à la politique américaine, aux obligations internationales et de la stabilité et de l'autorité étatique à travers la RDC. Coopération scientifique, technologique et éducative, notamment en lien avec les échanges, la formation et les initiatives de renforcement de capacités, et des coopérations institutionnelles de gouvernance, notamment en ce qui concerne les réformes judiciaires, les mesures anticorruption et les capacités de l'administration publique. Si je dois m'arrêter au point C, quel contenu vous donnez ? Coopération scientifique, technologique et éducative. Ça veut dire que dans le cadre de ces partenariats stratégiques, on ne parlera pas que de mines. On a en face de nous un professeur des universités, on parlera de coopération universitaire, de coopération scientifique. Ça veut dire que le point central de cet accord, c'est pour un Congolais qui vit dans un territoire sécurisé et stable, pour un Congolais qui peut être évidemment formé, pour un Congolais qui a des opportunités d'emploi. Et donc, en somme, dans cet accord avec les Américains, ils viendront, dans le cadre de la coopération que nous avons établie, nous appuyer
pour restaurer la sécurité telle que nous l'avions dit, mais aussi développer. On ne peut pas parler des développements sans formation. On ne peut pas penser faire de l'énergie pour les industries sans passer faire de l'industrie, de l'énergie pour améliorer les quotidiens de Congolais. Et donc, il n'y a pas une seule chose qui a été écrite ici qui ne tienne pas compte de l'intérêt du Congolais en premier. Alors, on va prendre les questions de M. Amédée Moirabou. On terminera la série en français par Gardi Diana et on prendra les questions de Jimmy Mukendi pour terminer. Allez-y, s'il vous plaît. Amédée Moirabou pour le compte de finances entreprises. J'ai deux questions pour le VPM à l'économie. La première question, Monsieur le VPM, que répondez-vous à ceux qui considèrent ces partenariats stratégiques entre la RDC et les États-Unis comme étant déséquilibrés et qui se demandent si notre pays, la République démocratique du Congo, dispose-t-elle des options pour défendre ses intérêts? Par exemple, dans le cas de... Est-ce que la RDC peut engager une renégociation de ces accords? Est-ce que la RDC dispose de sa pleine souveraineté pour diversifier ses partenaires? Voilà, ça c'est la première question. La deuxième question, Monsieur le VPM, de nombreuses expériences post-conflit montrent que la paix et la prospérité ne sont durables que s'ils sont accompagnés des investissements massifs et continus dans les capitals humains. Dans le cadre de cet accord RDC-USA, quels sont les engagements prévus, budgétisés pour financer les capitals humains congolais, de manière à ce que la sécurité qu'on attend, qui va advenir de la mise en œuvre de ces accords, puisse permettre à ce qu'il y ait de l'expertise congolaise et ne puisse pas permettre qu'il y ait une prolongation de l'expertise étrangère. Voilà. Merci bien. Je pense que je vais peut-être commencer par votre dernière question. Vous avez raison, oui, que le renforcement du capital humain est un élément important pour une sortie durable d'une situation de conflit. Mais une fois encore, et quand vous dites qu'est-ce qu'il y a là de budgétisé, une fois encore, vous sortez de la nature de ce texte. Il n'y a dans ce texte aucun chiffre. Il n'y a dans ce texte aucune évocation d'un investissement d'autant de milliards. Je répète, ce texte pose le cadre de collaboration. Les projets, je vous donne l'exemple, nous allons communiquer au comité de conjoint dans quelques jours la liste des projets stratégiques désignés par la RDC. Quand nous parlons de projets stratégiques, c'est clairement défini dans le document. Il ne s'agit pas d'aller réparer, réhabiliter une route, non. Il s'agit de projets qui vont, de manière durable, transformer les structures économiques et, bien sûr, les structures sociales de la RDC. Vous prenez un projet comme Inga 3. Est-ce que vous pensez... pourquoi entre 2012, 2013 et 2017, 2018, pourquoi il y a eu cette succession de projets cimentiers dans le Congo central? Pourquoi est-ce qu'on a eu comme ça, en quelques années, 3 nouvelles cimenteries? Je pense 3. Il y a même eu une 4e. PPC. Pourquoi? Simco. Parce qu'à ce moment-là, les investisseurs avaient misé sur le démarrage de Inga 3, n'est-ce pas? Qui allait être le principal consommateur du ciment. Aujourd'hui, ces usines tournent largement en dessous de leur capacité installée, attendant des grands projets d'investissement. Et
dans la partie ouest du pays, Inga 3 reste l'un de ces grands projets structurants. Maintenant, faire Inga 3 sans penser à tous les métiers que la phase de construction de Inga 3 va appeler. Si on ne le fait pas, bon, ça signifie qu'on va importer, on va vivre un peu ce qu'on a vécu lors de la construction de